27 juin 1976. Un Airbus A300 d'Air France transportant 248 passagers disparaît des radars. Destination Entebbe, Ouganda. 4 terroristes tiennent en otage des dizaines d'innocents. Le dictateur Idi Amin Dada offre sa protection aux pirates de l'air. 4000 kilomètres séparent Israël de ses citoyens. Le compte à rebours est lancé 7 jours avant l'exécution. Comment Israël a-t-il réalisé l'impossible? Comment une nation a-t-elle traversé l'Afrique en pleine nuit pour ramener ses citoyens chez eux? Cette opération allait redéfinir les règles du contre-terrorisme mondial. Voici l'histoire de l'opération Entebbe. Le 27 juin 1976, à 12h30, le vol Air France 139 décolle de Tel Aviv en direction de Paris. À bord de l'Airbus A300, 248 passagers de différentes nationalités pensent effectuer un voyage ordinaire. Première escale, Athènes, Grèce. Pendant les 50 minutes d'arrêt à l'aéroport d'Athènes, 4 individus montent à bord. 2 Palestiniens du Front populaire de libération de la Palestine et 2 Allemands des cellules révolutionnaires. Leurs noms, Wilfried Bose, Brigitte Kuhlmann et les 2 commandants palestiniens. Ils portent des armes automatiques et des grenades dissimulées dans leurs bagages. À 12h50, alors que l'avion survole la mer Méditerranée, les 4 terroristes se lèvent simultanément. Bose brandit son pistolet et hurle désordre en allemand et en anglais. La terreur s'empare de la cabine. L'équipage français, dirigé par le capitaine Michel Bacos, est forcé de changer de cap. Nouvelle destination, Benghazi, Libye. Après un atterrissage tendu et le ravitaillement en carburant, l'Airbus repart vers une destination inconnue des passagers. Ce n'est qu'au lever du jour du 28 juin que la vérité éclate, l'avion se pose à Entebbe, Ouganda. L'aéroport international d'Entebbe, situé sur les rives du lac Victoria, devient une prison à ciel ouvert. Les terroristes transfèrent les otages vers l'ancien terminal de l'aéroport, un bâtiment délabré datant de l'époque coloniale britannique. Et c'est là qu'apparaît une figure sinistre, le maréchal Idi Amin Dada, dictateur autoproclamé de l'Ouganda. Vêtu de son uniforme militaire couvert de médailles, Amin arrive en Mercedes noire avec une escorte armée. Il embrasse les terroristes, leur offre des vivres, des armes supplémentaires et le soutien total de son armée. Les heures suivantes révèlent l'horreur de la situation. Les terroristes commencent une sélection méthodique. Ils parcourent les rangées d'otages avec les passeports à la main. Tous les passagers juifs et israéliens sont séparés des autres. 148 passagers non juifs sont progressivement libérés et rapatriés vers Paris. Mais 105 otages restent, des Israéliens, des Juifs français et l'équipage français qui refuse courageusement d'abandonner les passagers. Le capitaine Bacos déclare « Nous resterons jusqu'au dernier otage ». Les exigences des terroristes sont claires et non négociables. Ils demandent la libération de 53 prisonniers détenus dans plusieurs pays. 40 en Israël, 6 en Allemagne de l'Ouest, 5 au Kenya, 1 en Suisse et 1 en France. L'ultimatum est fixé au jeudi 1er juillet à 14h. Si leurs demandes ne sont pas satisfaites, tous les otages seront exécutés. Le monde retient son souffle. Israël fait face à un dilemme mortel, négocier avec des terroristes ou tenter l'impossible. Dans les salles de l'ancien terminal, sous la chaleur étouffante de l'Ouganda équatorial, les otages vivent dans la peur constante. Les enfants pleurent, les familles se serrent les unes contre les autres. Les terroristes patrouillent avec leurs kalachnikovs, surveillant chaque mouvement. À l'extérieur, des soldats ougandais montent la garde. Personne ne peut s'échapper. L'horloge tourne. Et à Jérusalem, dans les bureaux du gouvernement israélien, une décision historique est sur le point d'être prise. Si vous découvrez cette histoire pour la première fois, laissez le mot « courage » en commentaire et abonnez-vous à l'énigme militaire pour ne manquer aucun documentaire exclusif sur les opérations militaires les plus audacieuses de l'histoire. Appuyez sur le pouce bleu. À Jérusalem, dans les bureaux austères du gouvernement israélien, le Premier ministre Yitzhak Rabin convoque une réunion d'urgence. Autour de la table, le ministre de la Défense Shimon Peres, le chef d'état-major Mordechai Gur et les responsables du Mossad et du Shin Bet. La situation semble désespérée. Entebbe se trouve à 4000 km d'Israël. Aucun pays limitrophe n'acceptera de servir de base pour une opération militaire. L'Ouganda possède des MiG-21 soviétiques et une armée de 20 000 hommes. Le temps presse. Les premières heures sont consacrées aux négociations.
Israël a toujours refusé de céder au chantage terroriste, mais 105 vies sont en jeu. Le gouvernement contacte secrètement les ravisseurs par l'intermédiaire de la France. Des messages sont échangés. Les terroristes prolongent l'ultimatum jusqu'au dimanche 4 juillet. Cette extension donne à Israël 3 jours supplémentaires, 3 jours pour planifier l'impossible. C'est alors qu'un coup de chance extraordinaire se produit. Dans les archives du ministère de la Défense, un officier découvre un détail crucial. L'aéroport international d'Entebbe a été construit dans les années 1960 par la société israélienne Solel Bonnet. Les plans complets du terminal, les dimensions exactes des pistes, la disposition des bâtiments, tout est disponible. Mieux encore, plusieurs ingénieurs israéliens ayant participé à la construction sont contactés en urgence. Ils fournissent des informations précieuses sur la structure du vieux terminal où sont retenus les otages. Le général Dan Shomron reçoit la mission de concevoir un plan de sauvetage. Plusieurs scénarios sont étudiés. Parachutage, trop risqué et trop lent. Assaut naval via le lac Victoria, impossible logistiquement. Alors émerge une idée audacieuse, un atterrissage surprise en pleine nuit. 4 avions de transport Hercule C-130 transporteraient les commandos directement sur la piste d'Entebbe. La surprise totale serait l'arme principale. Dans une base militaire secrète du désert du Negev, une réplique exacte du vieux terminal d'Entebbe est construite en moins de 48 heures. Les soldats utilisent des containers, du bois et des toiles pour recréer chaque couloir, chaque pièce, chaque obstacle. Les unités d'élite commencent l'entraînement. La Sayeret Matkal, l'unité de force spéciale la plus prestigieuse d'Israël, est choisie pour mener l'assaut. Son commandant, le lieutenant-colonel Yonatan Netanyahou, surnommé Yoni, âgé de seulement 30 ans. Officier brillant, vétéran de plusieurs guerres, frère du futur Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les répétitions sont incessantes. Chaque commando mémorise chaque seconde du plan. L'équipe d'assaut principale sera composée de 29 soldats divisés en 4 groupes. Le premier groupe neutralisera les terroristes dans le terminal. Le deuxième sécurisera le périmètre. Le troisième détruira les MiG ougandais pour empêcher toute poursuite aérienne. Le quatrième groupe établira un corridor de sécurité jusqu'aux avions. Timing parfait requis, 90 minutes maximum sol. Un élément clé de la stratégie implique une Mercedes noire et 2 Land Rover. Les renseignements israéliens savent que Idi Amin se déplace toujours dans une Mercedes noire accompagnée d'une escorte. L'idée est géniale, arriver dans des véhicules identiques pour tromper les gardes ougandais. Les soldats israéliens porteront même des uniformes similaires à ceux de l'armée ougandaise. Pendant les précieuses premières minutes, la confusion créée pourrait faire toute la différence entre succès et massacre. Le vendredi 2 juillet, Rabin autorise officiellement l'opération. Code Opération Tonnerre. Les 4 Hercule C-130 sont préparés. Chaque avion est équipé pour une mission différente. Le premier transportera les véhicules et l'équipe d'assaut principale. Le deuxième et troisième transporteront des renforts et du matériel médical. Le quatrième servira de réserve et de poste de commandement volant. Le plan est audacieux, risqué, presque suicidaire, mais c'est la seule chance. Restez avec nous, car dans quelques instants, vous découvrirez comment cette mission impossible s'est réellement déroulée dans la nuit africaine. Le samedi 3 juillet 1976 à 15h30 heure israélienne, 4 Hercule C-130 de l'armée de l'air israélienne décollent de la base aérienne de Sharm el-Sheikh dans le Sinaï. À bord, 100 commandos, 4 véhicules, du matériel médical, des armes lourdes et l'espoir d'une nation entière. Les avions volent en formation serrée, volant bas pour éviter les radars. Direction Entebbe, 4000 km au sud. Le vol dure 7 heures. 7 heures de tension absolue. Le trajet est méticuleusement planifié. Les Hercules survoleront la mer Rouge, puis descendront le long de la côte africaine en évitant l'espace aérien égyptien et soudanais. Au-dessus de l'Éthiopie, ils vireront vers l'ouest, survolant le Kenya avant d'entrer en Ouganda. Chaque pilote connaît parfaitement sa route. Pas de radio, silence absolu. Les commandos, assis dans les soutes sombres et bruyantes des avions, vérifient leurs armes pour la 100e fois. Yonatan Netanyahou passe entre les hommes, donnant des instructions de dernière minute.
À 23h00 heure locale, les 4 avions approchent d'Entebbe. La nuit africaine est totale. Aucune lune. Les pilotes volent à très basse altitude, presque au ras de l'eau du lac Victoria. Le premier Hercule s'aligne sur la piste d'atterrissage. Les contrôleurs aériens ougandais sont pris de court. Un vol non identifié? Ils tentent d'établir le contact radio. Mais les Israéliens utilisent une ruse brillante. Ils diffusent des messages en anglais prétendant être un vol cargo régulier ayant des problèmes techniques. Pendant ces minutes cruciales de confusion, le premier avion se pose en douceur sur le tarmac, puis le deuxième, puis le troisième. Le quatrième reste en vol, prêt à intervenir si nécessaire. À 23h01, la rampe arrière du premier Hercule s'abaisse. La Mercedes noire et les 2 Land Rover sortent immédiatement, moteur rugissant. À l'intérieur de la Mercedes, le lieutenant-colonel Netanyahou et 3 soldats déguisés en officiers ougandais. Le convoi roule rapidement vers le vieux terminal, situé à 1000 mètres de la piste. Les phares éclairent la route poussiéreuse. Tout semble calme. Les gardes ougandais postés à l'entrée du terminal voient approcher les véhicules familiers. Ils pensent que c'est Idi Amin revenant inspecter les otages. Mais à 200 mètres du terminal, l'un des gardes ougandais devient suspicieux. Il s'approche pour vérifier. Il remarque quelque chose d'anormal. Il lève son fusil. Jonathan Netanyahou prend une décision en une fraction de seconde. Ouvrir le feu. Les pistolets équipés de silencieux crachent. Le garde tombe. Mais le bruit alerte les autres sentinelles. L'effet de surprise, si précieux, vient de s'évaporer partiellement. Jonathan Netanyahou hurle dans sa radio. « Go, go, go !» Les commandos bondissent des Land Rover. L'assaut commence à 23h03 précise. Les soldats israéliens franchissent les portes du terminal en courant. À l'intérieur, les 7 terroristes sont dispersés dans différentes zones. Les otages, réveillés brutalement, ne comprennent pas ce qui se passe. Certains pensent que ce sont les Ougandais venant les exécuter. Alors retentissent des cris en hébreu. « Restez au sol, nous sommes l'armée israélienne, restez au sol !» Les commandos ont ordre de tirer sur toute personne debout portant une arme. Wilfried Bose, le terroriste allemand, sort en courant d'une pièce latérale avec sa Kalachnikov. Il n'a pas le temps de tirer. 3 balles l'abattent immédiatement. Brigitte Kuhlmann, sa complice, tente de lancer une grenade. Elle est neutralisée avant. Dans le hall principal, 2 terroristes palestiniens ouvrent le feu sur les soldats israéliens. Un échange de tirs féroces éclate. Les balles ricochent sur les murs de béton. Les otages hurlent de terreur, rampant sous les sièges. En moins de 3 minutes, les 7 terroristes sont éliminés. Mais le bruit a alerté toute la garnison ougandaise. Dehors, les soldats ougandais sortent de leur baraquement et ouvrent le feu sur les commandos israéliens. Les échanges de tirs s'intensifient. Les équipes israéliennes ripostent avec des mitrailleuses et des lance-roquettes. Plusieurs bâtiments sont incendiés. Un groupe de commandos se dirige vers les hangars où sont stationnés les MiG-21 ougandais. Ils placent des charges explosives sur chaque appareil. Des explosions massives illuminent la nuit africaine. Les avions sont détruits, garantissant qu'aucune poursuite aérienne ne pourra avoir lieu. Pendant ce temps, à l'intérieur du terminal, les otages sont rassemblés et dirigés vers les Land Rover et des camions réquisitionnés. Chaque seconde compte. Mais c'est alors que survient la tragédie. Jonathan Netanyahou, dirigeant ses hommes à l'extérieur du terminal, est touché par une balle tirée depuis la tour de contrôle. La balle l'atteint dans le col. Il s'effondre. Ses hommes se précipitent, mais la blessure est mortelle. Le commandant de l'opération la plus audacieuse d'Israël vient de tomber. Malgré le choc, l'opération continue. Il ne reste que quelques minutes avant que des renforts ougandais n'arrivent. À 23h07, 4 minutes après le début de l'assaut, le chaos règne sur l'aéroport d'Entebbe. Les explosions des MiG-21 en flammes illuminent le ciel nocturne d'une lueur orange. Les tirs crépitent de tous côtés. Les soldats ougandais, désorientés et désorganisés, tirent dans toutes les directions. Certains fuient vers la jungle environnante, d'autres tentent désespérément de défendre leur position. Mais face aux commandos israéliens, entraînés pour ce moment précis, ils n'ont aucune chance. Dans le terminal, le médecin militaire israélien examine rapidement chaque otage. 3 passagers ont été tués dans le feu croisé initial. Jean-Jacques Maïmoni, Pasco Cohen et Ida Borochovitch. Une 4e victime, Dora Bloch, une femme de 75 ans, avait été hospitalisée à Kampala avant le raid. Elle sera assassinée le lendemain sur ordre d'Idi Amin en représailles. Mais pour l'instant, l'équipe médicale stabilise les blessés et prépare l'évacuation. Chaque otage doit être compté. Aucun ne peut être laissé derrière. Les Land Rover font la navette entre le terminal et les Hercules stationnés sur le tarmac.
Les otages montent dans les avions, certains en état de choc, d'autres pleurant de soulagement. Les mères serrent leurs enfants, les hommes âgés sont aidés par les commandos. Le capitaine Michel Bacos et son équipage français sont parmi les derniers à embarquer, s'assurant que tous leurs passagers sont en sécurité. L'équipage français sera plus tard décoré par Israël pour son courage exceptionnel. À 23h17, 14 minutes après le début de l'opération, le commandant adjoint ordonne le repli général. Les derniers commandos montent dans les avions, le corps de Yonatan Netanyahou est transporté avec honneur. Aucun soldat israélien ne sera laissé en Ouganda. Les 4 Hercules allument leurs moteurs. Les hélices tournent à pleine puissance. Les portes arrière se referment. Un à un, les avions décollent dans la nuit, leur feu de position éteint pour éviter d'être des cibles faciles. Mais l'opération n'est pas encore terminée. Les avions doivent maintenant parcourir 4000 km pour rentrer en Israël. Le carburant est une préoccupation majeure. Le plan initial prévoyait un ravitaillement au Kenya, pays voisin. Les pilotes changent de cap vers Nairobi. Le gouvernement kényan, bien qu'officiellement neutre, a secrètement accepté de fournir du carburant. À 1h30, les Hercules se posent à l'aéroport de Nairobi. Le ravitaillement est effectué en vitesse. En moins de 30 minutes, les avions repartent vers Israël. Pendant le vol de retour, l'équipe médicale travaille sans relâche. Les blessés sont soignés, les enfants traumatisés sont réconfortés. Les commandos, épuisés, nettoient leurs armes et décompressent lentement. Certains pleurent la mort de Yonatan Netanyahou. D'autres restent silencieux, revivant mentalement chaque seconde de l'assaut. Dans le cockpit, les pilotes maintiennent un contact radio constant avec Tel Aviv. Le monde entier commence à apprendre ce qui s'est passé à Entebbe. À 10h30 le dimanche 4 juillet, les 4 Hercules approchent de l'espace aérien israélien. Des chasseurs F-4 Fantôme décollent pour escorter les héros qui rentrent. À 11h40, les avions atterrissent à la base aérienne de Ben Gurion. Sur le tarmac, des milliers de personnes attendent, familles, journalistes, officiels du gouvernement. Lorsque les portes des avions s'ouvrent et que les otages descendent, une explosion de joie retentit. Les gens pleurent, s'embrassent, crient de bonheur. Israël vient de réaliser l'impossible. Le bilan final de l'opération Tonnerre, 102 otages sauvés sur 106. Un soldat israélien tué, Yonatan Netanyahou. 5 blessés parmi les commandos. Les 7 terroristes éliminés. Plus de 45 soldats ougandais morts. 11 MiG-21 détruits. Temps total de l'opération au sol à Entebbe, 90 minutes. Distance parcourue, 8000 km aller-retour. Idi Amin Dada, humilié et furieux, rompt tous les liens diplomatiques avec Israël et ordonne l'expulsion de tous les ressortissants kényans en Ouganda, en représailles. Mais pour l'instant, l'équipe médicale stabilise les blessés et prépare l'évacuation. Chaque otage doit être compté. Aucun ne peut être laissé derrière. L'opération est immédiatement rebaptisée « Opération Yonatan », en hommage au commandant tombé. Sa mort devient un symbole du sacrifice ultime pour sauver des vies innocentes. Son frère Benjamin Netanyahou fera de cet héritage le cœur de sa philosophie politique et deviendra plus tard Premier ministre d'Israël. Mais au-delà du bilan humain, une question demeure. Quelles ont été les conséquences de cette mission audacieuse sur la scène internationale ? L'opération Entebbe a envoyé une onde de choc à travers le monde entier. Le lundi 5 juillet 1976, les journaux du monde entier titrent en première page. Le New York Times parle de « l'opération de sauvetage la plus audacieuse de l'histoire moderne ». Le Times de Londres décrit un exploit militaire sans précédent. Même les pays traditionnellement critiques d'Israël expriment leur admiration pour la précision et l'audace de l'opération. Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité se réunit pour débattre de l'incident, mais aucune résolution de condamnation ne parvient à être adoptée. Pour Israël, Entebbe représente bien plus qu'un simple succès militaire, c'est une victoire psychologique majeure. Depuis la guerre du Kippour en 1973, le moral national était au plus bas. Les pertes avaient été lourdes, la confiance dans les capacités défensives ébranlée. Mais Entebbe restaure la fierté nationale. Le message est clair, Israël protégera ses citoyens partout dans le monde, quels que soient les obstacles. Cette doctrine, parfois appelée « le bras long d'Israël », devient un pilier de la politique de sécurité nationale. Les techniques et tactiques utilisées à Entebbe deviennent immédiatement des sujets d'étude dans toutes les académies militaires du monde occidental. Les États-Unis analysent chaque détail de l'opération pour améliorer leurs propres unités d'élite. Le SAS britannique, le GSG-9 allemand, le GIGN français, tous étudient les leçons d'Entebbe. L'importance du renseignement précis, de la vitesse d'exécution, de la répétition attensive, de l'effet de surprise, tous ces éléments deviennent des standards pour les opérations contre-terroristes.
L'opération a également des répercussions géopolitiques durables. Les relations entre Israël et plusieurs pays africains, déjà tendues, se détériorent davantage. Idi Amin, profondément humilié, intensifie sa rhétorique anti-israélienne et se rapproche encore plus des pays arabes radicaux et de l'Union soviétique. Mais paradoxalement, certains pays africains commencent à reconsidérer leur position. Le Kenya, qui a discrètement aidé au ravitaillement, maintient des relations cordiales avec Israël. D'autres nations reconnaissent qu'Israël possède des capacités qu'aucune autre nation de la région ne peut égaler. Pour les familles des victimes et des survivants, Entebbe reste un mélange de triomphe et de tragédie. Les 3 otages tués dans le terminal, Dora Bloch assassiné à l'hôpital et Jonathan Netanyahou tombé au combat sont honorés comme des héros nationaux. Chaque année, le 4 juillet, Israël commémore l'opération. Des livres sont écrits, des films produits, des documentaires réalisés. L'histoire est racontée et racontée encore, inspirant de nouvelles générations de soldats et de citoyens. Mais l'héritage d'Entebbe va au-delà du militaire. L'opération démontre qu'une démocratie peut répondre au terrorisme avec détermination tout en respectant certaines limites éthiques. Les commandos israéliens avaient des ordres stricts, ne tiraient que sur les terroristes et les combattants ennemis armés. Malgré l'intensité du combat, ils ont tenté de minimiser les pertes civiles. Cette approche contraste fortement avec les méthodes terroristes indiscriminées. Entebbe devient ainsi un exemple de contre-terrorisme chirurgical, même si tragiquement imparfait. Les terroristes survivants du FLPL et des cellules révolutionnaires sont profondément affectés par l'échec d'Entebbe. Leur stratégie de détournements aériens pour obtenir des libérations de prisonniers devient soudainement beaucoup plus risquée. Ils réalisent qu'Israël ne négociera pas et qu'aucun endroit n'est assez éloigné pour être sûr. Dans les années qui suivent, le nombre de détournements aériens diminue significativement. Entebbe marque le début de la fin de l'âge d'or des détournements aériens des années 1970. Sur le plan technique, l'opération révolutionne également la sécurité aéroportuaire mondiale. Les procédures de contrôle à Athènes, où les 4 terroristes sont montés à bord avec leurs armes, sont immédiatement renforcées. Les détecteurs de métaux deviennent obligatoires. Les fouilles de bagages sont systématisées. La coopération internationale en matière de contre-terrorisme s'intensifie. Des accords sont signés pour partager des renseignements sur les menaces potentielles. L'industrie aérienne tout entière est transformée par les leçons d'Entebbe. 48 ans plus tard, en 2026, l'opération Entebbe reste une référence absolue. Elle est citée dans chaque manuel de tactique spéciale. Elle inspire encore des films, des séries, des livres. Les survivants, maintenant âgés, continuent de témoigner de cette nuit extraordinaire où ils ont vu l'impossible devenir réalité. Et dans les académies militaires israéliennes, chaque nouvelle recrue apprend l'histoire de Jonathan Netanyahou et de ses 29 commandos qui ont changé à jamais les règles de l'engagement contre le terrorisme international. Voilà comment Israël a réalisé l'une des opérations militaires les plus audacieuses de l'histoire moderne. En 90 minutes, à 4000 km de chez eux, des commandos ont défié tous les pronostics pour ramener 102 otages à la maison. Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous d'autres opérations militaires aussi audacieuses? Partagez votre avis en commentaire. Si ce documentaire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire pour découvrir encore plus d'histoires extraordinaires qui ont changé le cours de l'histoire. Activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines investigations sur les opérations secrètes, les batailles décisives et les stratégies militaires qui ont façonné notre monde. Et surtout, appuyez sur le pouce bleu. Votre soutien nous permet de continuer à produire des documentaires de qualité sur les événements qui ont marqué l'histoire militaire. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle enquête dans les coulisses de l'histoire.